Inception, quand Matrix rencontre James Bond. Pas vraiment James Bond, plutôt Mission Impossible ou Ocean Eleven, vu que c'est une équipe organisée de voleurs. Et pour Matrix, dans un sens, oui, c'est une matrice qu'ils font durant tout le film, mais techniquement le film le plus proche serait Paprika, un film qui aurait inspiré ce film-là. Mais comme Nolan a dit que le projet lui trotte dans la tête depuis des années, c'est possible que ce soit une simple rencontre des grands esprits. Par contre, je suis sûr que c'est Picsou qui lui a inspiré l'idée. Il y avait une BD, c'était exactement ça, les Raptos qui utilisent une machine pour voler une info dans les rêves de Picsou. Donc, Picsou a inspiré Indiana Jones et Inception. La vache, il devrait y avoir un peu plus de lecteurs de cette BD. Donc, de quoi parle ce film? Leonardo DiCaprio joue un espion industriel du nom de Cobb. Seulement, c'est un espion industriel next-gen. Il ne vous vole pas vos papiers, mais vos idées directement dans vos rêves grâce à un appareil qui permet d'entrer dans vos rêves. Bon, rêve, c'est un terme technique, hein. Il crée plutôt une sorte de matrice, dans lequel notre subconscient et nos idées se réfugient dans des projections de personnages ou des objets significatifs prudemment gardés. Seulement Cobb est next-gen, mais encore plus. Avec tous les sujets qui préparent leurs esprits à des attaques de ce genre, il a trouvé la technique pour contrer ces protections. Le rêve dans le rêve. Pour entrer plus profondément dans le subconscient et créer un rêve dans un rêve. Ainsi, le sujet est moins conscient de la possibilité du rêve et son esprit est plus facile à manipuler. Ce talent intéresse le chef d'une multinationale, Saito, joué par le toujours un peu dur à comprendre Ken Watanabe. Sydney-Los Angeles. C'est un vol le plus long au monde et le prend tout le 15 jours. Parce que son jet a besoin d'être révisé à la dernière minute. C'était plus commode, non? Il engage Cobb, enfin il le force, à perpétuer une inception, qui consiste non à voler une idée, mais à en implanter une dans l'esprit d'un sujet. Cette action est soi-disant impossible. Vous comprenez pourquoi James Bond ça va pas trop comme comparaison? À cause de la complexité psychologique du problème, il faut aller suffisamment profond dans un esprit pour lui donner l'illusion que l'idée vient de lui. Il faut réduire l'idée à sa plus simple forme et il faut éviter que l'idée ne l'obsède et le rend le sujet fou. Cobb, qui est next-gen mais 2 fois plus, prétend pouvoir le faire en faisant un rêve à 3 niveaux. Donc un rêve dans un rêve dans un rêve. Et il accepte à condition qu'il puisse retrouver le droit d'aller aux États-Unis. Avec son équipe composée d'Arthur, joué par Joseph Gordon-Levitt, d'Adrian, joué par Ellen Page, un faussaire appelé Ames, joué par Tom Hardy, un chimiste du nom de Youssouf, joué par Dile Prao, le tout supervisé par Saito, vont perpétuer une inception sur le riche héritier de l'entreprise rivale de Saito, Monsieur Fincher, joué par Cillian Murphy, pour qu'il ferme l'entreprise de son père. Donc je résume. Howard Hughes, aidé du commandeur de Cobra, de Bane et de Kitty Pryde, vont aider le four Ra's al Ghul à détruire l'Empire de l'Épouvantail. Avec un scénar pareil, Avengers et Expendables peuvent aller se rhabiller. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Cobb est hanté par son passé et la mort de sa femme, May, jouée par Marion Cotillard, dont il est présumé coupable. Merci. De quoi? De pas avoir demandé si c'était vrai. Ce qui a pour effet qu'à certains moments, son subconscient se matérialise dans le rêve et pose bon nombre de problèmes. Après un certain nombre de manipulations pour accomplir l'inception, Cobb se retrouve à devoir affronter ses fantômes et les conséquences de sa première inception, qui tourna au drame, pour pouvoir finir ce dernier boulot et revenir chez lui en homme libre. C'est le résumé simple du film, mais il est en réalité beaucoup plus complexe que ça. L'une des forces de ce film, c'est qu'il fait quelque chose de plus en plus rare ces temps-ci. Il crée un univers original et surtout intelligent avec des règles spécifiques. Par exemple, une équipe d'extraction doit être composée de certains membres majeurs, comme l'architecte qui construit la structure du rêve pour que les idées puissent s'y intégrer. Ames est une personne capable de changer son apparence, et Arthur est capable de modifier des lieux quand la situation l'exige, créant par exemple un paradoxe, tel les escaliers infinis. L'esprit projette dans le rêve des images de personnes ordinaires ou familières qui peuvent réagir si le rêve devient de plus en plus évident selon les modifications qui surviennent, et traque les éléments étrangers pour les éliminer. Des chefs d'entreprise préparés contre les extractions entraînent même leur esprit pour que leurs projections soient de véritables milices armées. Aussi, ce genre de travail peut amener à être parano, se demander si on est dans le rêve ou pas. Alors les extracteurs ont ce qu'ils appellent un totem, un objet personnel et spécifique, par exemple une toupie, qui permet de déterminer s'il est dans un rêve ou non. Dans le cas de la toupie, si elle ne s'arrête pas de tourner, cela veut dire qu'il est dans un rêve. Je ne suis pas sûr de comment marche le dé d'Arthur ou la pièce d'échecs d'Adrienne, mais bon, le plus important c'est la toupie de Cobb, donc je m'en plains pas. Pour sortir d'un rêve, il y a différentes manières. De l'extérieur, il y a la décharge, qui demande à faire réagir le sujet grâce à une chute. Et de l'intérieur, il suffit d'attendre le réveil ou se faire tuer.
Mais si le sujet se fait tuer alors que le chimiste lui a administré un somnifère trop fort pour qu'il puisse se réveiller si tôt, son esprit se perd et se retrouve piégé dans les limbes, ce qui résulte à un coma. Et enfin, le rêve a une dimension temporelle différente, ce qui fait qu'une minute devient 1 heure. Et quand la personne surveillant les sujets endormis les prévient qu'ils vont devoir se réveiller, il envoie un signal sous la forme d'une musique, comme « Je ne regrette rien » d'Edith Piaf. Et non, Nolan n'a pas choisi cette chanson pour Cotillard. Il a admis avoir eu l'idée de cette musique pour cette histoire il y a bien des années. Après, peut-être qu'il a choisi Cotillard justement pour cette chanson. Ou alors il a choisi parce que c'est une actrice qu'il trouve douée et ayant ce qu'il faut pour ce rôle. Mais bien entendu, c'est trop complexe à comprendre pour les mauvaises langues qui critiquent Cotillard sans argument. Il y a probablement plus d'éléments à cet univers et probablement suffisamment de possibilités pour avoir son propre univers étendu. Mais le scénario n'est pas qu'une représentation d'un univers pour raconter de bonnes histoires. C'est aussi une bonne histoire. Beaucoup n'ont pas compris grand chose à la partie manipulation et l'histoire du rêve dans le rêve dans le rêve. Les gens peuvent être cons parfois. Je veux dire, c'est complexe, oui, dans le sens où il se passe beaucoup de choses. Mais ce n'est pas compliqué dans le sens où il faut avoir un bac scientifique ou philosophique pour pouvoir comprendre pourquoi un train s'incruste dans un des rêves. On ne parle pas de Paprika dont la raison et la réflexion va à un niveau qui surpasse la compréhension de beaucoup et qui exige donc un multivisionnage. Il suffit de suivre ce qui se passe, surtout que l'histoire se déroule dans un rêve avant d'aller dans un rêve suivant, faisant de ce premier niveau une suite d'actions pour maintenir les sujets en sécurité et les réveiller au moment prévu. Je sais bien que Nolan a l'habitude de jouer avec l'intelligence et la compréhension du spectateur et les mettre à l'épreuve, seulement c'est loin d'être l'épreuve la plus difficile qu'il nous a imposée. Memento et le Prestige sont plus compliqués à suivre. Aussi bon que le scénario puisse être, il y a une partie dont je ne suis pas fan. Le début. La technique de vous montrer une scène du 3e acte pour ensuite raconter tout le film en flashback, c'est une technique qui peut être bien amenée, genre Forrest Gump, mais c'est une technique trop utilisée, en particulier dans les séries télé. Et ce pour une raison simple, parce que le scénariste ne sait pas comment commencer le film de façon spectaculaire ou intéressante. Ça ne me paraît pas si compliqué que ça. Commencer là où l'histoire débute me paraît suffisant. Un petit plan classe pour enchaîner sur la présentation de Cobb, ce n'est pas si compliqué que ça. Je suppose que c'est parce qu'à ce moment-là, Saito, qui a perdu la boule dans les limbes, doit se rappeler de cette histoire pour qu'il s'en sorte, mais ce n'est pas la peine de nous le raconter comme ça. Montrez la discussion quand elle intervient dans l'histoire, simplement. Sinon, beaucoup critiquent le film vis-à-vis du personnage d'Adrian, en lui reprochant d'être inutile et de ne rien apporter à l'histoire. Ok, ces mecs-là, ne les engagez jamais comme scénaristes. Adrian est importante scénaristiquement. C'est le personnage témoin, la nouvelle de l'équipe qui sert de point de vue au spectateur pour découvrir et connaître ces personnages et leur monde. Sans elle, pas de raison scénaristique d'expliquer cet univers avec les règles et les astuces. Et pas de raison scénaristique de présenter le drame de Cobb et l'amener à l'affronter pour continuer à vivre. C'est un cliché souvent utilisé mais nécessaire pour entrer dans un monde déjà établi à ce moment de l'histoire. Après, Saito aurait peut-être pu faire ce personnage témoin, mais comme il est déjà initié à certaines bases de l'extraction et tout, plus le fait qu'il soit un peu trop connard pour interroger Cobb sur son passé, bien que ça aurait été intéressant, et trop connard aussi pour que le spectateur s'identifie à lui. Donc voilà, Ellen Page sert à quelque chose dans cette histoire. Et enfin, parlons de l'élément qui a fait taper sur beaucoup de claviers. Une fois l'acception achevée à succès, Saito permet à Cobb de revenir aux States et retrouver ses 2 enfants. Une fois à la maison, il fait tourner sa toupie pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Mais il tourne ensuite son regard vers ses enfants, chose qu'il se retenait de faire dans ses projections. Et une fois réuni avec ses enfants, la caméra montre la toupie continuant à tourner. Commençant à tanguer, oui, mais le film s'arrête avant de nous montrer si la toupie s'arrête ou non. Donc oui, pas vraiment de twist, mais plutôt une possibilité de twist qui laisse suggérer au spectateur ce qu'il faut en déduire. Cobb est-il réveillé ou est-il en train de rêver? Ma théorie? Eh bien que ça me ferait plaisir pour le gars de penser qu'il est réveillé, j'ai plus d'indices et de signes sur le fait qu'il rêve. La première chose, ce sont les gosses en eux-mêmes. Cobb les a vus de dos en train de s'amuser dans le jardin avant de devoir les laisser. Et depuis, la projection de ce moment le hante et se matérialise en flashback ou en projection dans le rêve. Et il les retrouve dans le jardin en train de jouer, dans la même position et les mêmes habits et surtout le même âge.
C'est pas qu'un peu louche comme ressemblance. Surtout que, combien de temps s'est passé depuis qu'il a laissé ses gosses? Et puis s'il évitait de les regarder dans ses rêves? C'est sûrement que Cobb se doute qu'il ne résisterait pas à croire à leur présence et oublier l'important pour les prendre dans ses bras. Peut-être que ça lui est même déjà arrivé d'ailleurs. De plus, quand il teste la formule de Youssouf, il se réveille brusquement sans qu'on ait vu ce qui lui arrive dans son rêve, ce qui le force à se réveiller en sursaut. Il fait tourner sa toupie, mais n'a pas pu voir si elle tournait à l'infini à cause de sa panique et de Saito. En plus, vu que Nolan reprend le nom du personnage du suiveur et le casting de Batman Begins, et du prochain The Dark Knight Rises, il est possible qu'il reprenne la manipulation de Memento, que Saito ait piégé Cobb pour voir s'il peut faire l'inception et le manipuler pour qu'il en fasse pour lui, probablement un bon gros nombre de fois. Ou peut-être que Mai avait raison, que son inception lui a permis de voir que ce que Cobb prend pour la réalité est un rêve, mais que l'esprit de Cobb qui se force à croire que sa femme est bel et bien morte, à cause du traumatisme que cela a laissé, influe sur la toupie et la fait tomber. Surtout qu'il y a une règle comme quoi le totem ne doit être touché que par le propriétaire. Comme ce totem a l'air d'avoir été touché par Mai, vu que ça a l'air d'être un objet personnel, il est tout à fait possible que Mai ait faussé le totem. Peut-être qu'il est toujours dans le rêve qu'il a fabriqué avec elle. Ou peut-être que toute l'humanité rêve et se fait cultiver par des machines. C'est possible aussi. Ou bien la toupie tombe et les gosses n'ont qu'un vêtement chacun, qu'ils ont trouvé un cadavre de hérison dans le jardin et s'amusent avec depuis des jours, que Cobbs n'est parti que pour une semaine et que Fincher va se démarquer de l'héritage de son père jusqu'à tuer son oncle, atomiser la tombe de son père, changer de nom, détruire les archives de toute trace du papa et se suicider pour mettre fin à sa lignée. C'est la force de cette fin, elle vous fait réfléchir des heures sur toutes les possibilités. La réalisation se démarque définitivement de la réal télévisuelle que Nolan nous offrait jusque-là, et apporte des plans des plus magnifiques. En même temps, avec ce projet de rêve qu'il prépare depuis des années, il y a de quoi. Et niveau narration, mis à part la scène d'ouverture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est bien organisé et exploité, avec les flashbacks significatifs et le montage efficace. Et la production design est dans un style à la fois sobre et surréaliste, qui démontre le style du mec. Niveau acteur, Leonardo DiCaprio est, comme à l'accoutumée, très bon. Et si vous craignez de voir le joli garçon de Titanic ou La Plage, sortez-vous les doigts du cul, allez voir ses autres films, notamment les Scorsese, parce que le mec a définitivement effacé cette image, Exceptionnellement, sa voix habituelle ne le double pas. Cette fois, il a la voix de Lex Luthor dans Smallville. C'est compréhensif. Sa voix classique est un peu trop du côté de la période Joli Garçon, et ça le rend plus mature ainsi. Le reste du casting, Cillian Murphy en tête, est excellent. D'ailleurs, c'est probablement le meilleur rôle de Murphy, et c'est le personnage qui m'a le plus touché. Bien que Cobb ait quelques belles scènes. Gordon-Levitt, Watanabe et Hardy ne font pas grand-chose à part être classe, charismatique et nous donner d'excellents dialogues. Ah, c'est ça ce que t'appelles semer son pisteur, hein? C'est un autre pisteur. J'adore particulièrement Hardy dans son style cambrioleur cool, et j'ai hâte de le voir dans la peau de Bane. Paige est suffisamment intelligente pour qu'on lui permette de nous servir de point de vue. Elle ne casse pas la baraque comme DiCaprio ou Murphy, mais elle reste bien exploitée dans La Confidente. Cotillard. Je ne comprends pas trop pourquoi tant de gens la cassent. Elle est peut-être pas digne d'un Oscar ou quelque chose dans le genre, mais elle se démerde suffisamment bien pour avoir le respect et ne pas se faire critiquer à tour de bras sans réel argument. Je n'ai pas vu La Môme, mais dans Jeu d'enfant, Public Enemy et ce film, elle est excellente. Et j'ai hâte de la voir dans le rôle possible de Talia Al Ghul dans The Dark Knight Rises. Certains lui reprochent un jeu trop fade et sans vie, mais elle joue une morte, un fantôme et une femme suicidaire. C'est normal qu'elle soit sans vie. Si elle débordait de vitalité dans ces conditions, je trouverais ça bizarre. Bon, après, le fait que Nolan ait fait son meilleur personnage féminin avec elle est peut-être dû au fait qu'elle est morte dès le début. Mais je suis sûrement mauvaise langue sur ce point. Les scènes d'action sont efficaces et certaines assez innovantes, comme la scène du couloir tournant. La musique de Hans Zimmer est excellente, comme toujours. Elle crée cette atmosphère unique et un son oppressant suggérant l'empressement, et est devenue culte avec son lourd bruit de trompette. Et oui, ce son, c'est Je ne regrette rien au ralenti. Très bonne idée. Comme toujours, le film exploite un thème de mise en abîme. Sauf que là, c'est optimisé, plus que pour le prestige. Pour un projet personnel comme celui-là, Nolan a vraiment fait une mise en abîme sur son travail.
Chaque rêve étant une manipulation et une reconstruction fantastique peut être considéré comme un film. L'architecte, le réalisateur, le reste de l'équipe étant les producteurs, acteurs, second réalisateurs, régie, et au centre le spectateur, dont l'esprit devient de plus en plus menaçant quand le film devient trop exagéré. L'organisation du plan est un véritable brainstorming où on décide de comment amener l'idée sans que le spectateur ne se doute de rien et prenne le recul sur la situation et le signal et l'indication qu'ils doivent terminer le film avant que le spectateur ne se réveille ou que le film doit sortir au plus vite. Et quant au personnage de Cobb, avez-vous remarqué à quel point il ressemble à Nolan? C'est le réalisateur qui se retient de ne pas prendre le film trop personnel pour que tout marche comme prévu, avant de finalement réaliser le film personnel qui fait sortir ses démons et les calmer par une forme d'exorcisme. Il échappe à certains producteurs pour ne pas se faire bouffer par l'industrie, et une fois le travail terminé, il rentre chez lui, ayant toujours l'esprit dans un univers cinématographique, et ignorant s'il est libéré de l'industrie ou non. C'est la mise en abîme sur Nolan lui-même, montrant à quel point ce film est une partie de lui. Et c'est une partie que les gens ont adorée, permettant au nom de Nolan de sortir de la case du réalisateur de Batman et l'officialisant comme un jeune maître. Et pour remercier le public de lui avoir accordé de faire ce film et d'en faire le succès qu'il a mis officiellement au rang des plus grands, il nous offre aujourd'hui son film le plus attendu. L'ultime chapitre d'une saga qui nous a fait partager pendant 8 ans et qui a fait de lui un de nos réals préférés. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de vous dire quoi faire après cette vidéo. On se battait côte à côte. Et là, vous vous envolez. Aujourd'hui, un nouveau mal émerge. Il faut que le Batman revienne. S'il n'existe plus. Il le faut. Il le faut. Quand Gotham sera en cendres, je t'autoriserai à mourir. This is all becoming very distracting. Not as distracting as that noise, of course. Well, excuse me. I'm new at this.